est très optimiste. Voilà. Donc, nous allons aborder aujourd'hui un sujet au cœur des enjeux actuels de gestion de projets internationaux. C'est justement pour ça que le PMI Sénégal et le PMI France ont décidé de collaborer, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de chefs de projet, de gestionnaires de projets qui travaillent sur des projets internationaux. Le thème de ce webinaire est la neutralisation des asymétries transcontinentales, notamment entre l'Europe et l'Afrique. Alors, tout d'abord, quelques statistiques. Pourquoi est-ce qu'on parle des projets transcontinentaux? On parle des projets transcontinentaux, comme tout le monde le sait, sont des projets sur lesquels une partie non négligeable des parties prenantes se retrouve sur des continents différents. En général, on a des parties prenantes qui sont en Europe et d'autres qui sont en Afrique. L'inverse peut aussi se dérouler. Aujourd'hui, on constate que ce sont des projets avec des budgets assez conséquents. Qui dit projet avec budget conséquent dit aussi que les risques ont des impacts assez conséquents pour les entreprises. On a noté qu'une bonne partie des projets de ce type, un peu plus de 70%, connaissent des dépassements de délai, connaissent des dépassements de budget ou même connaissent des dépassements des deux. Dans le cadre de ces projets que nous allons voir, on parle des asymétries. Tout d'abord, on va un peu définir le mot asymétrie. Une asymétrie, c'est un écart de perception, un écart structurel entre deux parties qui sont pourtant engagées de manière coordonnée dans le même processus. Ce sont des parties qui sont donc a priori partenaires, mais qui pourtant, dans leur action, n'agissent pas de la même façon, ne perçoivent pas les choses de la même façon. En général, cet écart, il peut porter sur l'information qui est disponible, le pouvoir de décision, les processus, les priorités, et ça conduit en fait à un déséquilibre, ça conduit à une divergence qui n'est pas accidentelle, parce qu'en fait, elle se poursuit, ça donne un déséquilibrage très récurrent, ça produit des arbitrages incomplets, ça produit des retards dans les... Alors l'information est polie, elle est améliorée. L'asymétrie d'information, concrètement, les décideurs n'observent pas la réalité du projet, la même réalité du projet, au même moment et avec le même niveau de preuve que les personnes qui sont sur le terrain. Les personnes qui sont sur le terrain, elles voient des faits bruts, elles voient des signaux faibles, elles voient des blocages qui émergent, elles voient déjà des nuances contextuelles, mais le siège, lui, ce qu'il reçoit, c'est une synthèse qui est très nettoyée, qui est très politisée. Et ici, on se rend compte que le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de reporting, c'est la capacité du reporting à transporter une vérité exploitable. C'est donc ça l'effet pastèque. Ces impacts logistiques, parce que ils ont l'impression que c'est normal. Ils ont l'impression que s'ils remontent le retard logistique, ils sont en train d'accuser leur collègue qui est en charge de la logistique. Alors, l'effet pastèque, ça fait que pendant une bonne semaine, les rapports étaient très positifs. Et c'est là l'avantage des bons outils. Mais le planning, lui, montrait qu'il y avait un retard. Le planning montrait qu'il y avait une grosse divergence entre ce que disait le rapport et ce qui était en train de se passer sur le terrain. Le planning, les avancements, en allant dans le détail, montraient que bien que globalement la courbe était assez bonne, il y avait des sous-courbes qui commençaient, elles, à être plutôt un peu plus à l'horizontale. Une des bonnes manifestations de l'asymétrie d'information, l'effet pastèque, c'est le retard de décision. C'est le retard de transmission d'informations, mais surtout pour le siège, elle se manifeste par l'un des points qui crée beaucoup de conflits dans les organisations, c'est l'urgence de prise de décision face à la catastrophe. Effet iceberg. Il faut travailler sur le reporting, il faut travailler sur les rapports qui sont faits. Il faut transformer le rapport en une preuve de confiance entre les diverses parties prenantes. Un exemple, il faut instaurer le droit de déclarer rouge, même si c'est orange.
il vaut mieux permettre à ces équipes de faire un reporting qui est à vision un peu trop pessimiste, plutôt que de les bloquer et de découvrir des situations plus tard. Un autre point aussi, c'est qu'il faut faire des audits dans son reporting. Un point d'audit, par exemple, à ce que j'ai conçu au fil des années, c'est de contrôler l'information à divers niveaux de l'organigramme. Pour le projet dont je vous parle, lorsque on s'est rendu compte avec la direction que les avancements ne donnaient pas la même information que les rapports qui étaient faits sur site, ce qui a été conçu, ça a été un mini booklet, un mini bloc-notes avec de simples traits sur des activités de la journée, et les superviseurs chantiers devaient juste cocher. Êtes-vous arrivé à l'heure sur site? Oui, non. Avez-vous reçu le matériel à temps? Oui, non. Sinon, à quelle heure? Est-ce que vous avez eu l'équipement mis à disposition à temps? Oui, non. Sinon, à quelle heure? Et ça a permis de se rendre compte qu'on perdait en moyenne 30% de productivité dans chaque jour. Pourquoi? Parce que la chaîne logistique ne fonctionnait pas à la même vitesse que les autres. Il faut mettre en place dans le reporting la qualification du retard. Il faut accepter que les personnes puissent, ce que j'appelle par la qualification du retard, ça veut dire que les personnes puissent remonter le signal faible sans être capables de donner un impact coût, un impact délai, un impact contrat, mais juste remonter l'information sans qualification. Il faut aussi être capable d'accepter des informations qui ont très peu de preuves. Quelques erreurs qu'on fait souvent ici, malgré la mise en place d'un reporting avec des outils à plusieurs niveaux qui facilitent la remontée d'informations de risque, c'est d'attendre parfois d'avoir trop d'informations avant d'agir. Il faut être capable de traiter les signaux comme des pré-dossiers à qualifier très vite. La seconde, c'est le désalignement des processus. Alors, le désalignement des processus, c'est de la gouvernance de projet. Et elle apparaît lorsque la chaîne de validation, la chaîne de décision des changements, la chaîne de preuve et d'escalade ne suit pas le même timing. Par conséquent, les équipes qui sont sur le terrain, elles subissent les impacts immédiatement, tandis que l'organisation, parfois, elle continue à traiter le sujet selon sa propre cadence interne. On constate beaucoup ce désalignement de processus dans des organisations matricielles ou dans des organisations dont la structure de base est totalement alignée de la gestion des projets, elle est restée totalement hiérarchique. Et en fait, ces organisations, pénalité sur le sous-traitant en cas de retard, oui, parfait. Action non validée. Alors, comment résoudre le désalignement de processus? Ici, on va avoir en fait un élément assez clé, c'est le pouvoir de prendre des décisions. Et c'est pour cela qu'on parle ici du DOA, la délégation d'autorité. Il est important dans des projets transcontinentaux d'avoir clairement des délégations d'autorité. Il est important de valider avec des analyses de risque très tôt qui peut s'engager sur quel niveau de risque, de coût, de qualité, de sécurité, sans avoir besoin de recascader plus haut. Le contrat est un framework général. Les procédures, elles existent, mais ici, l'une des réponses clés, c'est d'ajouter dans ce triangle de vitesse la délégation d'autorité. Il faut être capable de donner à la personne qui a le plus d'informations une délégation d'autorité ou d'escalade rapide en cycle accéléré qui lui permet d'agir. Bien entendu, aussi un point important, c'est la traçabilité parce qu'il faut éviter les abus. Un exemple que je prendrai, c'est, je me rappelle sur l'un des projets que nous étions en train de gérer,
Il y a eu une pénalité appliquée par la douane pour la déclaration, pour le dédouanement d'une marchandise parce qu'un sous-traitant avait mal catégorisé les équipements. La pénalité en elle-même n'était pas extraordinaire au vu du risque du retard. Cependant, lorsque la personne qui est sur le terrain a escaladé, les personnes qui étaient capables de prendre des décisions étaient en niveau N+3 par rapport à lui. Et le temps que l'information remonte, on se retrouve face à une des personnes qui, elle, on va passer maintenant à l'asymétrie numéro 3, une asymétrie non négligeable. L'asymétrie numéro 3, c'est les frictions interculturelles. Alors, pourquoi est-ce que cette asymétrie? Parce que les personnes n'ont pas forcément, selon l'environnement dans lequel nous avons grandi, selon l'environnement dans lequel nous avons été formés, nous n'avons pas les mêmes codes. Moi, je l'ai vécu dans ma carrière parce que j'ai fait mes études et j'ai commencé ma carrière dans un pays. Puis, j'ai commencé à travailler dans d'autres pays et je me suis rendu compte en allant dans les pays et selon la culture des gens, selon le pays dont ils venaient, le oui n'était pas forcément oui. Très souvent, oui signifie peut-être, corps apparents qui sont suivis de non-exécution. On peut voir des personnes qui, de par leur culture, n'acceptent pas des reproches faits en réunion. On peut voir aussi et surtout un accès à l'information et même une transmission de l'information qui peuvent être liées à des relais personnels. Alors, comment les détecter? Comme j'aime bien le dire à beaucoup de chefs de projet, attention aux réunions qui sont lisses. Si lors d'une réunion, le chef de projet présente, discute, donne des idées, donne des instructions et qu'il y a très peu de contradictions ou de commentaires, surtout dans des cas où la situation peut être tendue, où il y a du risque, où il y a des délais serrés, ça peut montrer qu'il y a ici un décalage culturel. Donc là, c'était les 3 asymétries. Je vous les rappelle ici dans ce tableau que vous aurez, je suppose. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour tenir ces ponts? Ici, je vous présente un peu le framework. Le framework, c'est le cadre qui permet d'aller du siège vers le terrain. Le point important 1, c'est la fondation. Un point vraiment important ici, c'est les fondations. C'est de bâtir des fondations en termes de processus, c'est de bâtir des fondations en termes de conscience de part et d'autre des enjeux, c'est de s'assurer d'avoir des personnes des deux côtés qui connaissent et ont expérimenté la réalité de l'autre côté. Le second point, très important, c'est la présence. Présence physique, il faut aller sur le terrain. Qu'on soit CEO, quel que soit son niveau dans la hiérarchie, il faut aller de temps à autre sur le terrain pour voir la réalité du terrain, pour comprendre ce que vivent les équipes d'exécution, qu'avec la chaîne logistique ou avec les sponsors du projet. Donc, en tant que project manager, qu'est-ce que je vous conseille? 1. Auditer, recalibrer, formaliser, clarifier et planifier. Donc là, vous avez le récapitulatif des asymétries et les réponses qui ont été proposées tout au long de ce webinaire. Au niveau de l'asymétrie d'information, comme on l'a dit, le terrain parle très tôt, le siège arbitre. Alors par conséquent, il faut s'assurer que l'information la plus accurate est transmise en temps réel. Il faut s'assurer que les signaux faibles sont pris en compte. Le second, c'est le désalignement des processus. Pour éviter les latences, il faut s'assurer d'avoir des délégations.